également. Et c'est là que ils sont au travail. Bonjour, bienvenue à Sadéba, merci de nous retrouver. Ce jour rencontre, on est ravis de vous avoir. On était là la semaine dernière entre Boss Lady. Est-ce que je suis déjà une Boss Lady? Non, moi je ne suis pas encore Boss Lady, mais je les côtoie les Boss Lady et je suis très ravie de vous retrouver encore ce samedi. On va faire 1h30, on va parler avec elles, on va rentrer un peu dans leur success story, on va rentrer dans leurs difficultés parce que c'est ça qui est souvent le plus dur. C'est pour ça qu'elles sont là pour nous dire que oui, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et qu'il faut se battre vraiment pour s'imposer dans la société camerounaise. Elles sont trois aujourd'hui avec nous. Je vous présente les toutes nouvelles sur le plateau. Nadine, bonjour et bienvenue. Vous êtes camerounaise basée en Guadeloupe. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour Solange et merci de m'avoir invité sur ton magnifique plateau. Merci. J'ai la chance d'être avec des charmantes dames et merci pour l'invitation. Voilà. Merci. Amanda Ndjawe, bonjour. On vous a présenté depuis la semaine dernière. Tout le monde attendait Amanda. J'espère que ça va. Bonjour. Bonjour Solange, ça va très bien. Merci de me recevoir enfin. Enfin. Je suis là, c'est pas évident souvent avec tout ce qu'on a à faire, mais j'ai choisi de me libérer cette fois pour cette magnifique émission. J'espère qu'on passera un bon moment. Et puis, on a Cathy Etondé qui est un peu comme notre... Comment est-ce que je vais dire ça? Elle est toujours avec nous sur le plateau à chaque fois parce qu'elle a toujours un mot, elle a toujours quelque chose de magnifique à dire. Et surtout, elle observe la société camerounaise, elle voit et surtout, c'est quelqu'un qui encourage tout ce qui est combat féminin, tout ce qui est positif chez la femme. Elle lutte pour les droits et les libertés de la femme au Cameroun. Cathy Etondé, bonjour et bienvenue. Bonjour Solange, bonjour aux invités, aux Boss Lady. Et je suis très heureuse de faire partie de cette émission parce que l'idée est très très bonne. Quand nous voyons ce que nos jeunes deviennent, elles ont besoin de modèles, elles ont besoin de mentors. Donc j'espère que la continuité de ces émissions va faire en sorte que les jeunes filles se retrouvent. Heureusement qu'elle est rediffusée plusieurs fois. Oui, bien sûr, dans la semaine. Voilà. Donc, voilà. On a raté tel jour, on sait qu'on va. Voilà. En tout cas, merci à vous. Je commence avec Nadine. Vous êtes basée en Guadeloupe. La Guadeloupe est très loin du Cameroun, je rappelle. C'est très, très loin. C'est un département français d'outre-mer, Andom. Oui. Et comment on fait pour être camerounaise, pour arriver là-bas et créer une entreprise? Alors, comment on fait déjà? Il faut déjà avoir un contact pour aller s'installer, que ce soit au Cameroun, en France ou ailleurs. Ou bien avoir une idée. Et on ne va pas comme ça, surtout en Guadeloupe. Parce que déjà, les Antillais, même, ce sont des gens qui cherchent du travail. Déjà, aller chez eux s'installer, ça veut dire qu'on a visé quelque chose, on a étudié le terrain. Donc, mais est-ce que vous êtes arrivé là-bas au hasard ou alors vous êtes arrivé par mariage et puis arrivé là-bas, comment vous avez fait pour vous retrouver en Guadeloupe? Magie. J'adore l'idée. Et même, eux, ils me posent souvent cette question. Comment tu es arrivé ici? Je leur dis par la nage. Non, je suis arrivée, j'ai suivi mon époux en Guadeloupe. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis là-bas. Et voilà, et puis il fallait que j'arrive, je découvre le lieu, que je m'intègre. C'était très difficile de m'intégrer. Vous savez, les Antillais, ils sont noirs, ils sont métis, mais ils n'ont pas notre culture. Donc du coup, c'est plus facile de s'intégrer avec les métropolitains que des Antillais. Mais aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis là, ça veut dire que ça va bien. Comment est-ce que l'idée de la création d'entreprise, ça vient d'où? Comment est-ce que ça vient dans la tête? Alors, ça vient parce que je suis déjà une personne qui se bat depuis le Cameroun. Donc, je suis une battante depuis le Cameroun. Quand j'étais ici, j'habitais à Marois, la petite ville de Marois, j'avais un restaurant. Et quand je rencontre mon mari, il me dit, je me suis en Guadeloupe, est-ce que tu vas supporter? Je lui dis, pour moi, je ne connaissais pas ce que... Il est antillais? Non, il n'est pas antillais. Ah. Et je me dis, mais la Guadeloupe, c'est simple pour moi. Je dis, je vais y arriver. Mais quand je suis arrivée, c'était très difficile. C'était très, très difficile. Et comment je me lance dans les affaires? Parce que, comme j'avais un restaurant à Marois, je me dis, je vais demander du boulot dans un restaurant. Et vous savez, ouvrir un restaurant au Cameroun, c'est facile. On ouvre son restaurant, on fait son truc, c'est vite fait. Mais là-bas, on est dans un département français.
pour ouvrir un restaurant, il faut avoir des diplômes, il faut avoir passé des tests HCCP, il faut faire ce qu'il faut, il y a les normes. Donc, ce n'est pas facile pour moi. Donc, voilà, j'ai dit, bon, je n'ouvre pas de restaurant, je vais travailler dans un restaurant. Et là, quand je vais pour demander le travail, j'étais sûre que je vais, pour être peut-être serveuse, on me met à la planche. On me met à la planche. Et on me dit, oui, c'est comme ça. Hein? Oui. Mais je ne savais pas, moi j'arrive le premier jour et je suis sûre que je vais peut-être être à la caisse. Je sais compter l'argent parce que c'est compté. On me dit, non madame, vous allez commencer aujourd'hui par la planche. J'ai fait ça 3 jours, 4 jours et puis voilà. Je me suis dit, Nadine, non, c'est pas pour moi. Je ne vais pas dire c'est pas pour moi, mais j'ai envie de faire autre chose mieux. Et c'est comme ça que j'ai étudié la clientèle, la population. Et voilà, c'est trop long à raconter ça. En tout cas, on aura le temps d'y revenir. Amanda, vous avez une histoire plutôt un peu différente de Nadine, parce que vous êtes née dans un monde avec un papa qui était déjà boss, d'entreprise, et vous avez longtemps suivi ses pas, puisque vous aussi vous avez fait dans la communication comme papa. Exactement. Et puis finalement vous vous retrouvez aujourd'hui à la tête de cette entreprise. Est-ce que c'est facile? Facile. En tant que femme, je dirais non. Mais en tant que personne, je pense qu'à un moment donné, on pense qu'on a des aptitudes, on a des capacités. Et puis on a cette histoire spirituelle qui nous dit que le Seigneur ne nous met jamais un fardeau qu'on ne puisse pas porter. Donc je dirais oui, j'ai des capacités, mais ce n'est pas facile. Est-ce que c'est parce que vous êtes fille de papa, parce que vous aviez peut-être l'habitude de le voir faire ça au départ, vous étiez habitué puisque vous veniez souvent le voir au bureau, vous étiez déjà... Est-ce que c'est ça qui vous a un peu aidé? Par habitude, oui. Par habitude, oui. À force de voir l'autre faire quelque chose à répétition, tu te retrouves en train de faire, tu te dis je sais forcément parce que je l'ai vu faire. Donc je vais juste faire un copier-coller et ça ira. Mais après, il y a d'autres réalités qui rentrent en jeu. On est une femme. On est une femme, on a devant nous beaucoup de personnes, on a des hommes. Parce qu'en plus, la communication, en général, on rencontre beaucoup d'hommes, très peu de femmes. C'est un milieu assez particulier. Il y a beaucoup de vautours, il y a beaucoup de lions. Il faut trouver sa place. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on parle d'un journal quand même qui a pignon sur rue, oui. c'est la première presse privée, pratiquement. C'est un journal qui porte un nom lourd, qui a un passé lourd, qui a une histoire assez formidable. Il fallait franchement porter ce manteau. Parce que beaucoup de gens ne croyaient pas en vous. Au départ, on disait absolument pas. Ça va tomber, c'est sûr. Oui. On va fermer le journal très bientôt. Oui, parce que quand on entend Njawé, forcément, on se dit, on veut voir le Pius Njawé en miniature. Les gens devaient pouvoir accepter que je vienne avec ma petite patte. Je préfère dire petite parce que c'est difficile d'avoir en face des gens qui ont de l'expérience, parce qu'il y avait des journalistes confirmés, affirmés, qui étaient là depuis 20-30 ans, qui avaient commencé avec papa, qui ont suivi et qui sont restés. Et il fallait pouvoir s'imposer en leur disant, même si je n'ai pas votre niveau, je peux être capable, je n'ai même pas le choix de toutes les façons parce que je reprends le flambeau, je dois diriger. Donc même si je n'ai pas le niveau, et voilà, je dois pouvoir diriger les choses et il faut que ce journal continue à vivre. Ouais. Et vous allez accepter. Ça, c'est extrêmement difficile. Mais à côté de ça, vous avez également votre propre structure à vous que vous avez montée pour dire que non, écoutez, oui, mais je suis aussi entrepreneur quelque part. Est-ce que c'était facile aussi? J'avais besoin de retrouver mon identité. J'avais le sentiment que j'étais trop dans un personnage. Je m'appelais Njawé, mais je voulais absolument être Amanda Njawé. Je voulais me faire mon prénom. Et ça, pour moi, c'était indéniable. Je savais qu'à un moment donné, c'est vrai qu'avant que mon papa ne parte, je suis animatrice télé, j'ai fait une formation d'animatrice productrice, donc je suis diplômée. Aujourd'hui, j'ai les compétences pour pouvoir monter une émission, créer une émission, monter une boîte de production, proposer, vendre une émission. Mais je me disais, ça reste toujours dans le même segment. Les gens ne sauront jamais faire la différence. Et c'est ce qui est vrai quand je suis rentrée. Mais comment ça, tu es animatrice? Tu es censée être journaliste. Et tout le temps, ça revenait. Tout le temps, ça revenait. Je me suis dit, de toute façon, c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup d'argent. Quand je vois comment les journalistes rament, même les animatrices au Cameroun, même ceux qui ont des chaînes, des boîtes de production, ils ont du mal, que ce soit des femmes. Hein, même, c'est vrai. On a une consoeur qui a une boîte de production. Ensuite, d'ailleurs, on avait Zoulia ici. D'ailleurs, on aura Yolande Bodion la semaine prochaine, avec elle, on va parler justement de sa chaîne. On avait Zoulia Yap ici qui a fait la production.
et puis on avait également Clarence qui était là, qui aussi est productrice indépendante. C'est pas facile. Ce n'est absolument pas facile. Donc je me suis dit, je vais chercher un secteur d'activité où il y a le plus d'argent. On va dire ça comme ça, on va être honnête. Je pourrais facilement trouver de l'argent et après je pourrais vivre mon rêve parce que c'est plus une passion qu'autre chose. Et c'est comme ça que j'ai pensé à créer, à rentrer dans le commerce général. J'ai choisi l'import et je suis tombée sur le produit de rêve. Moi, oui, et je suis rentrée, je rentre m'installer. En tout cas, on va avoir le temps de rentrer parce que vos histoires sont très belles et vos histoires vont nous permettre aujourd'hui de rêver. On va rêver ensemble. Cathy Etondé, aujourd'hui, vous avez le regard, vous avez un regard aujourd'hui sur l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces femmes qui se lèvent chaque matin, qui se battent, qui créent, qui veulent faire des choses, qui veulent s'auto-gérer, qui ne veulent plus avoir un salaire à la fin du mois, qui veulent aussi employer les gens? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je leur dis d'abord chapeau, vous comprises. Parce que c'est aussi un peu mon histoire. Moi, je suis commerciale de profession à la base. Et il y a 16 ans, j'ai décidé d'entrer dans le social. Et je voulais devenir travailleuse sociale. J'ai institué en fait une ONG carrément. Oui. Et voilà que c'était... J'avais du mal à situer ça. Oui. ONG, est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est... Bref. C'est pas une entreprise. En fait, c'est une ONG. C'est une ONG. Qui doit être transformée. Donc, on est encore au niveau de l'association. Il faut dire que quand on crée l'association, ça ne nous rapporte rien. Au contraire, c'est nous qui devons donner aux autres. Mais déjà, on n'a pas assez d'argent. Et il faut travailler, il faut remettre des rapports, il faut aller aider, il faut se former. Ce n'est pas évident. Et après, il a fallu que je rentre dans la santé mentale. Là, c'est encore plus compliqué. Non seulement je fais un travail qui ne me rapporte rien, je suis toujours en train de chercher pour aller donner aux autres. En plus, je vais travailler pour des enfants déficients mentaux aux yeux de certaines personnes qui sont irrécupérables. Et puis, je vais aussi travailler pour les malades mentaux parce que pour beaucoup de gens, la maladie mentale, c'est une fatalité. Et bon, voilà, et tout le monde pensait qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a des mots, je me suis... C'est vrai, on se dit, mais elle est crazy. Elle a un problème. Est-ce que tu vas bien? Et je suis rentrée dans le système des Nations Unies, ça ne me rapportait rien du tout. Mais moi, je savais exactement où j'allais parce que, n'étant pas expérimentée, il fallait que j'ai des éléments qui vont me permettre de travailler plus tard, de devenir experte. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai suivi les enfants déficients mentaux pendant 3 ans. J'ai suivi les malades mentaux. Je suis allée travailler avec le psychologue, le psychiatre. Je suis allée au niveau de la Quintini. J'ai fait une conférence sur la santé mentale. J'ai même eu le prix. J'ai reçu 2 prix déjà. Je suis devenue consultante internationale spécialiste de la santé mentale. En 16 ans, j'ai pu faire tout ça. Aujourd'hui, je ne cours plus parce que je suis reconnue sur le plan national et international. Et on m'appelle. Donc, je rejoins donc toutes les boss ladies pour dire que les femmes doivent le faire. On doit avoir une histoire. C'est-à-dire, on doit avoir une responsabilité. C'est vrai. J'ai commencé, Solange avait raconté son histoire, ses débuts, et j'avais beaucoup apprécié parce que les jeunes doivent savoir qu'on ne se lève pas un matin, on devient Amanda Ndiaye ou Nadine ou Solange Béala. On part de quelque chose. Et au fur et à mesure qu'on avance, on laisse des traces. On est capable de... Il faut qu'on soit capable de surmonter des difficultés. En fait, j'avais lu l'histoire des hommes d'affaires qui ont créé les chemins de fer aux États-Unis. Ils ont dit que ce qui les a rendus héros, ce n'est pas les prouesses qu'ils ont réalisées, mais des difficultés qu'ils ont réussi à surmonter. Je pense que nous sommes d'accord, tous ici, qu'on a déjà surmonté beaucoup de difficultés. Mais on en a encore à surmonter. Justement, je voudrais qu'on rentre un peu dans les difficultés. Nadine, comment c'était? Quels sont les rouages que vous avez traversés? Qu'est-ce que vous avez traversé comme difficulté pour vous installer, pour vous imposer? Qu'est-ce que vous avez bravé? Alors, il faut comprendre que déjà le milieu du commerce, c'est déjà quelque chose de pas très facile. Il faut avoir la technique commerciale. Et moi, je suis, comme vous avez dit, je suis styliste designer.
le milieu des stylistes, c'est très fermé. Et en plus, je suis où? Aux Antilles. Il y a des grands talents là-bas, donc c'est un secteur très fermé. Donc moi, les difficultés, c'est surtout essayer de m'intégrer avec certains pour essayer de faire une association, un défilé, essayer d'aller vers les grands qui sont là pour essayer Est-ce que c'était facile qu'ils vous accueillent, par exemple, qu'ils ne se disent pas que mais celle-là, elle se prend pour qui? Non, non, c'est pas facile. Même jusqu'au début, c'est pas toujours facile, mais je réussis toujours à me faire accepter. Qu'on m'accepte ou pas, je suis comme je suis. Et même au milieu de nous-mêmes Camerounais, stylistes, c'est pas facile. Donc, et le plus difficile, c'était de créer ma société là-bas. C'était pas du tout facile. Une marque, oui. En fait, je suis promotrice de la marque de mes vêtements et de la boutique que j'ai créée aussi là-bas. Donc, c'était pas facile. Quelles sont les difficultés que vous avez eues pour l'obtention, par exemple, des papiers? Alors, l'obtention des papiers, c'était facile pour moi. Non, je parle le papier de l'entreprise. De l'entreprise. C'est facile, hein. Il suffit juste d'être en règle. En France, voilà, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. Il suffit juste d'être en règle et puis vous créez votre société. Le plus difficile, c'est l'agencement de ce que vous voulez faire. C'est l'argent pour créer. C'est ça peut-être qui doit être difficile Ça a été difficile pour moi au départ. Il fallait que j'ai de l'argent pour aménager l'entreprise que je voulais faire. Est-ce que vous n'êtes pas allé voir les banques pour un prêt? Est-ce qu'il y a des banques, dit-on, qui accompagnent des entreprises? Oui. Non, je ne suis pas allée voir parce que je ne suis pas salariée. Vous savez, en France, pour mettre de l'argent, il faut être salarié. Donc, du coup, je ne le suis pas. Donc, pour fournir un bulletin de paye, je ne pouvais pas. Mais voilà, j'avais un peu d'argent pour débuter, mais ce n'était pas suffisant. J'ai fait ce que j'avais, j'ai fait avec ce que j'avais pour commencer. Voilà. Vous y croyez? Et je croyais à mon... En fait, où c'était difficile pour moi, vous savez, j'ai une boutique des objets d'art. Objets d'art, donc les masques, les grands objets d'Afrique. Le plus dur, c'est quand j'avais mon petit capital qui était 10 000 € avec lequel j'ai commencé. Je suis venue au Cameroun. J'ai acheté les objets d'art, j'ai rempli le conteneur de 40 pieds et il fallait que j'envoie. Donc tout l'argent était dans le conteneur et tout et tout. Quand j'ai fait tout ça, le conteneur a fait 2 mois en route. Je dis mais j'espère que ça va pas se 10 000 €, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup en fait, c'est trop, c'est beaucoup. En fait, les 10 000 €, au début c'est plus difficile parce que c'était l'argent. Je suis coiffeuse également, je fais un peu de tout. C'est l'argent que j'ai fait des petites coiffures là-bas. Au fur et à mesure, je coiffais, c'était pas facile. Et j'ai réuni tout ça. J'ai dit bon là maintenant je vais faire ça. Je vais ouvrir une boutique, une galerie d'art. Parce que comme ça, j'appelais la boutique galerie d'art. Donc, c'est une grande galerie d'art. J'ai mis tout dedans. Et le bateau a fait 2 mois, c'était pas arrivé. 3 mois, ça n'arrive pas, mais il arrive au bout de 4 mois. Wow. Et j'ai cru que c'était perdu. Et tout de suite, vous savez, aux Antilles, il y a le tremblement de terre, il y a le cyclone. J'ai dit tout de suite, si un cyclone là, comment je fais? Donc, il y a tout ça, je pensais à tout ça. Et quand c'est arrivé, il fallait des douaniers. Et vous savez, j'ai fait comme si j'étais au Cameroun. C'était au début. J'ai cru qu'il faut amener les objets d'art et puis c'est tout. Parce que je n'avais pas encore de numéro de sirette. Vous connaissez bien ce que c'est. Je n'avais pas encore de numéro de sirette. Quand c'est arrivé, j'arrive à la douane et dis, mais mon bateau est arrivé. On me dit quoi? Vous avez un numéro de sirette? J'ai dit non. Et voilà, pour les dédouaner, il fallait que je trouve une amie qui a pu m'aider à sortir tous ces objets. Il fallait le certificat d'origine, d'authenticité, des objets d'art, puisque j'avais des canapés en cuir de mouton et tout. Il fallait des certificats d'authenticité de tous ces trucs-là. Je n'avais pas. Pour moi, dans ma tête, ça arrive, c'est tout. Donc, en fait, je n'avais pas vraiment préparé la grandeur de tout ce que j'ai mis dans mon conteneur. Je n'avais pas vraiment su que nous ne sommes pas au Cameroun. Nous ne sommes pas ici au Cameroun. Je peux peut-être dire oui, j'ai acheté ça là-bas. Et là, je leur ai fait comprendre. Ils savent très bien qu'il y a des artisans qui ne sont pas déclarés en Afrique. Donc, ils n'ont pas de facture. Mais il fallait que j'ai quand même une facture pour dédouaner ma marchandise. Mais c'était beaucoup. Et finalement, j'ai pu déclarer ça par une amie qui avait déjà une société. Voilà. Et le plus dur, c'était quand le Covid est arrivé. Ouais. En tout cas, on va y revenir. Ouais. Amanda Djaoué, est-ce que c'était facile pour vous de vous lancer dans votre propre entreprise Impôts et Sport comme vous faites aujourd'hui? Est-ce que c'était facile d'avoir les papiers, de mettre sur pied, Est-ce que vous n'avez pas eu des... Bref.
Non, bien sûr, c'est pas facile. Je crois qu'ils sont très peu nombreux ceux qui peuvent dire que ça se fait comme ça. Ça s'est fait d'un claquement de doigts. J'ai eu le financement tout de suite. Il y en a qui ont cette chance, hein, on ne dit pas le contraire. Mais quand tu pars d'une idée personnelle, d'un projet personnel, c'est là où tu te rends compte que ce n'est absolument pas facile. Parce que tu sors un peu d'un certain confort et tu veux proposer une idée et les gens se rendent compte que tu veux faire quelque chose qui va te servir à toi, tu auras de l'argent toi, donc, et là, les données ne sont plus les mêmes. Moi, c'est le financement déjà, parce que je proposais un produit qu'on ne connaît pas, je créais un nouveau segment qui n'existe encore pas, il fallait convaincre. C'était convaincre. Et je savais très bien que si je partais toute seule avec ce que j'avais, je ne pouvais pas arriver jusqu'au bout. Parce que les réalités camerounaises, même si je suis partie depuis très longtemps, je suis née au Cameroun, j'ai bossé au Cameroun avant de partir, donc je connais un peu les réalités de mon pays. En revenant, je savais qu'il fallait absolument que je me fasse accompagner, donc il fallait trouver un financier. Ça n'a pas été facile pour moi. C'est là où, quand tu es femme, tu te rends bien compte que tu es femme et rien d'autre. Parce que les personnes en face que tu rencontres, je ne suis pas allée vers une banque. Moi, déjà, c'était automatique chez moi, je n'irais pas vers une banque parce que les garanties, pour moi, elles étaient un peu démesurées. Donc, je me suis dit, je vais rencontrer. Pourquoi, faisons un peu la petite parenthèse. Elles demandent quoi, les banques? Alors, elles demandent un titre foncier, par exemple. Dépendamment de la hauteur de ton projet et ce que ça coûte, quand tu vas vers une banque, on te demande, ils sont très penchés, ou elles sont, pour des banques, très penchées vers ce justificatif foncier qui, pour moi, je trouve être démesuré. Parce que pour un bien, par exemple... Tu demandes 2 millions ou 3 millions, on te demande un bien qui coûte 200 millions. Oui, je trouve ça anormal parce qu'elles savent très bien que tu ne pourras pas rembourser. Et puis, c'est un projet. Il n'y a jamais de calcul exact. Donc, tu ne pourras probablement pas rembourser à temps. Et on te menace un peu de chantage. Et pour ceux qui font flop, parce qu'un projet, c'est aussi ça, c'est, moi, je dirais aujourd'hui, 80% de possibilités que tu ne réussisses pas. Les 20%, c'est 10% de ta foi. Et 10% parce que tu as fait un business plan à peu près correct. Mais au Cameroun, il y a tellement de choses parallèles qui rentrent en compte. Pour moi, aujourd'hui, je dirais 80%. Que ça ne marche pas. C'est très dur ce que je dis. Impôts, mais je crois... Les impôts, avant même d'arriver, la création d'entreprise. Quand tu vas, c'est le centre, je crois, c'est le CFCE, le centre de création d'entreprise. Et voilà, quand tu y vas, tu as toute la liste de documents que tu dois fournir, mais ça ne s'arrête pas là. C'est ça la vérité. Parce qu'on t'envoie chez un notaire qui doit confirmer, attester un certain nombre de choses. Le montant chez le notaire n'est pas toujours fixe. Ça dépend des notaires. Il y a tellement de choses, pour moi, aujourd'hui, qui s'évaluent à hauteur de 80%. De possibilités que ton projet n'arrive pas au bout. Donc, quand la banque évalue tout ça... Beaucoup de gens préfèrent avoir des sociétés fictives, c'est-à-dire la société n'existe pas réellement, mais on fait enfin avec. On jongle au Cameroun, c'est ça la vérité, on jongle. Mais moi, je voulais absolument vivre cette expérience-là. Et avoir des choses en règle. En règle. Donc, j'étais moi-même sur le terrain, je me suis dit, je vais rencontrer chaque acteur dans tout ce processus-là, pour comprendre ce que tout le monde vit. Et oui, jouer un peu de ma casquette de journaliste au cas où je suis un peu torpillée, pour crier un peu à ma douleur et aider aussi ceux qui sont dans la même situation que moi. Parce que le problème avec la diaspora, avec nous qui sommes partis depuis longtemps, c'est que quand tu rentres au Cameroun, la vérité, ce qui nous décourage, c'est toute cette transition-là, c'est cette démarche-là à faire. Tu rentres, on te dit, ah non, le Cameroun a changé, quand tu vas arriver, les choses sont différentes maintenant, tout est centralisé, il y a un centre de tel, c'est tellement bien dit, mais quand tu arrives sur place, la corruption déjà, il faut le dire, moi je ne mâcherai pas les mots, mon nom le dit, hein, on va supporter comme ça, forcément je vais dire ce que je pense, la corruption décourage. Encore que c'était la corruption, tu te dis, bon, c'est mon pays, je ne vais pas refaire l'histoire, mais même les hommes qui travaillent derrière les machines, derrière les bureaux, les gens sont de mauvaise foi, les gens te torpillent pour rien, sans aucun intérêt, parce qu'on voit une jeune belle femme qui arrive, tu es un peu make-upée, tu es un peu maquillée, un joli greffe, tu sens bon, tu es propre, la nana qui te reçoit est en colère, elle est énervée, juste parce que tu parles bien, tu t'exprimes bien, tu te prends pour qui, tu vas aller derrière son téléphone, tu lui parles, elle ne te calcule pas, et quand tu veux un peu lever le ton, mais rentrez là, vous venez rentrer en France. Pourquoi, comment tu sais que je viens de la France ? Donc, il y a tout ça qui décourage dans un premier temps. Quand tu arrives, tu fais face à cette réalité-là, oui, ça rentre dans les 80%. Là, tu te dis, on n'est plus dans mon projet n'est pas viable, n'est pas correct, non, c'est pas que j'ai pas les moyens de faire ci, c'est que en face, j'ai le Camerounais frustré, aigri, qui travaille, hein, même mais qui a
peut-être, voilà, une frustration, des problèmes qui ne sont pas liés à ce que je présente, mais qui va me torpiller. Donc, cette difficulté-là, on la rencontre déjà. Ensuite, ton projet en lui-même, il faut pouvoir... Alors moi, surtout en ce qui me concerne, c'était refaire les mentalités. Parce que je ramenais un produit, on est dans la consommation, il faut pouvoir faire comprendre aux gens que c'est quelque chose de bon, qui ne tue pas, qui va venir concurrencer ce qui est déjà sur place. Et ça, c'était compliqué. Et il faut aussi rappeler que les Camerounais ont la tête très dure. C'est-à-dire quand on est habitué à un certain produit, c'est très difficile souvent de changer. Hein. Et ça a découragé beaucoup de Camerounais comme ça. Les Camerounais ont du mal à sortir de leur confort. Mais je pense que c'est un problème d'éducation, d'éveil d'esprit, de mentalité aussi, malheureusement. Pour qu'il sorte de son confort, le Camerounais lambda, il faut beaucoup parlementer, discuter, et ça, c'est un souffle, c'est l'énergie, c'est une patience. J'ai appris, je me disais à un moment donné, je critique beaucoup les coachs en développement personnel, mais à un moment donné, j'ai senti que j'en avais besoin parce que le Camerounais t'oblige à te remettre en question, continuellement. Tu sais que tu as un projet qui est bon, mais le produit que je ramène, il est bon. Et quand il goûte, il te dit c'est bon. Mais il te dit, mais il y a toujours un mais de quelque chose que tu dois défendre quotidiennement et c'est difficile. C'est difficile parce que tu lui dis, voilà les composants du produit. Est-ce que le produit, quand tu le vois, il est mauvais? Il a l'air bon quand même. Hein. Oui, mais vos histoires que vous ramenez de l'Europe là. On ne sait même pas souvent comment c'est fait là-bas. Parce que nous, on a les sociétés qui produisent là. Donc, parfois, on vous met même en concurrence. Oui, complètement. Complètement. Tu es dans l'importation, donc il y a plein de charges, tu sais tout ce que tu as investi. Ils voient très bien que c'est un produit importé, donc tu ne peux pas t'aligner sur un produit, comment dire ça, tu ne peux pas t'aligner sur les tarifs qui sont proposés pour les produits locaux. Tu ne peux pas le faire parce que c'est évident. Même dans tous les pays du monde, il y a l'importation. Il y a des produits qui sont faits sur place et d'autres produits qui sont importés. C'est aussi ça le jeu du commerce, c'est aussi ça le jeu du marché. Donc, tu ne peux pas commencer à comparer. Mais moi, le pire, c'est que mon produit, même, tu ne peux pas le comparer des produits locaux parce que c'est une fabrication qui est particulière. Donc, il faut commencer à faire comprendre aux Camerounais que ce qu'on te compose quand tu vas dans un lounge d'un restaurant et ce que Amanda te ramène qui est déjà fait, prêt de consommer, c'est la même chose. Il te dit, mais qu'est-ce qui me dit que c'est la pastèque? Qu'est-ce qui me dit que c'est l'orange? Qu'est-ce qui me dit que c'est ça? Votre que vous composez, les histoires chimiques. Le gars, il connaît même rien à ce qu'il te raconte. Et tu te demandes, mais c'est quoi les édulcorants qu'on utilise donc pour faire ça? Ah, je ne sais pas. Et on te dénigre, on te casse, mais tu dois tenir parce que tu as investi énormément d'argent. Il faut absolument que tu vendes. On va dire que c'est la patience qui est le leitmotiv d'une réussite en entrepreneuriat, Cathy? Oui, je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler dans la santé mentale, j'ai un ami qui me soutenait beaucoup. Il m'a dit, je te soutiens, je te crois parce que tu as deux atouts majeurs, la patience et la persévérance. C'est inévitable, surtout dans notre contexte. Si vous restez en France ou je ne sais pas où, les choses vont facilement. Mais dans notre contexte, ça va doucement. Et moi, ça m'a aidé parce que l'accompagnement psychosocial que je fais demande beaucoup de patience et de persévérance. Quelqu'un a un problème, il faut le suivre pendant 3 mois, pendant 3 ans. Chaque semaine, il faut essayer de résoudre un problème. Et ça, vous devez le faire peut-être pendant 2 ou 3 ans. Si vous n'êtes pas patient, vous n'arrivez pas. Donc, les difficultés qu'on rencontre, ce n'est pas mauvais, ça nous forme. Ça nous permet de pouvoir nous mouler dans notre environnement. Donc, quand on part de loin, on doit savoir qu'on n'est plus dans le même contexte. Je partais par exemple dans les villages. Je ne vais pas donner, hein, mais quand on arrive dans les villages, on s'adapte à la culture. Et ça, on faisait des formations à propos. On arrive carrément dans un village. On vient soigner, j'amène des médecins, j'apporte les médicaments et ainsi de suite. Les dimanches, tout le monde est à l'église, même le chef supérieur. On vous dit, vous voulez nous soigner, c'est vrai, mais si vous voulez qu'on vienne recevoir des soins, ne venez pas le dimanche. Ou alors vous venez dimanche après-midi, quand on a déjà revenu de l'église. Vous vous adaptez. Dans un autre village, on vous dit, ne venez pas le jeudi, parce que c'est le jour du marché. Vous venez le jeudi, personne n'est là, même si c'est pour leur bien. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. On fait des efforts pour s'adapter à leur environnement. On travaille par exemple dans l'humanitaire. Des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont eu des problèmes de guerre et autres.
il faut s'adapter à leur mentalité. Nous venons les aider. Mais on sait qu'ils sont fragiles, on sait qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, on sait qu'il faut essayer de les ménager, il faut essayer de les comprendre. Alors que c'est nous qui voulons aider. Qu'est-ce qu'on fait? Si on veut avoir des résultats, on est obligé de marcher. C'est pas, voilà, il faut avoir cette patience. La patience, vous a aidé, vous? Ah oui, la patience. En fait, à l'époque, quand j'avais dans les 28 ans, 30 ans, j'étais pas patiente. Et j'ai beaucoup travaillé sur vous, sur moi, pour avoir vraiment la patience, pour avoir la conscience de ce que je veux. Et la maîtrise, pour ne pas s'énerver, pour ne pas engueuler, voilà, tout ça. De la maîtrise en soi, même si je pense que c'est quelque chose de très important. La patience, c'est le clé de tout ce qu'on veut, s'il faut bien travailler. Sinon, on était patient, on a attendu 2 heures de temps. Hein. Mais bien sûr, et surtout, l'émission doit être là parce que vos histoires sont tellement belles et je suis très heureuse de vous avoir, Amanda, surtout vous qui, la première fois sur mon plateau, dit la vérité, hein, parce que, non, je ne dis pas que les autres ne disaient pas la vérité, mais vous êtes allés au fond quand même nous raconter ce qui se passe en la création d'entreprise, parce que non, j'ai fait ma création, j'ai ma société, mais j'ai les papiers, mais personne ne rentre, parce que je sais les difficultés qu'il y a à l'intérieur. Non, ce n'est absolument pas évident. Je pense que si on veut une société nouvelle, si on veut que les choses changent, il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Et peut-être les politiques, ceux qui nous dirigent, ne se rendent pas compte des difficultés qu'on rencontre. Et ce genre d'émission, je pense que certains regardent, ils peuvent un jour s'ennuyer et mettre STV, je ne sais pas moi. Non, ils regardent. Voilà, ils vont tomber sur ce type d'émission et il faut que ça se dise. On veut bien rentrer chez nous. Moi, je suis peut-être la voix de la diaspora. Je voulais vous poser la question, la diaspora camerounaise a du mal véritablement à rentrer à cause de tout ça. Quel est votre souhait en tant que diaspora aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaiterez? Est-ce qu'il y a un mot spécial peut-être à l'endroit de qui est de droit, ceux qui dirigent? J'aurais du mal à être le porte-parole, c'est ce que je disais avant que je ne sois coupée. Je voulais dire que je donne l'impression d'être la porte-parole, le porte-parole, mais pas du tout. J'ai pas envie parce que les besoins sont différents, les besoins sont divers. Non, il y en a qui veulent dans la création d'entreprises. Pour ceux qui veulent rentrer, faire quelque chose, le problème majeur, c'est la corruption. C'est le problème majeur. La corruption est à tous les niveaux au Cameroun. La corruption commence chez l'avocat qui est censé défendre tes droits. Déjà. Donc là, ça pose un problème. La corruption est chez le notaire qui n'a même pas, en gros, pas qu'il n'a pas son avis. Tout ce qu'il a fait, c'est d'attester. Il voit quelque chose, tu lui dis, il te demande les documents, tu prouves. À partir du moment où ça correspond à la loi, à tout ce qui va dans la loi, à son code de procédure, c'est bon. Tu payes et c'est terminé. Même le notaire te torpille. Même le notaire te torpille. C'est-à-dire le notaire, il te donne ça jeudi. Mais si jeudi, il est chez lui, il doit aller au village, il te dit lundi, mais si tu veux qu'il rentre plus vite, tu lui envoies quelque chose. Il va rentrer le dimanche pour toi, ou il va rentrer le samedi. C'est-à-dire c'est à tous les niveaux, même là où tu as tes droits, même là où c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est décourageant, c'est fatigant, c'est usant. Tu vas aux impôts, même les impôts. Oh, je dois payer mes impôts, d'accord. Même le monsieur des impôts te dit, pour que tu payes moins, tu vas faire ça. Mais je veux comprendre pourquoi je dois payer moins. Non, parce qu'il y a la taxe de ci, il y a la taxe. Alors, les taxes il y a des taxes concrètes. C'est impressionnant. C'est-à-dire que tu te demandes à des moments, tu vois déjà la route qui est pas propre, plein d'ordures, mais on te parle d'une taxe de... Non, c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu as créé ton entreprise. Tu as mis une plaque, tu payes une taxe pour la plaque que tu as mis pour ton entreprise. Pour indiquer où est ton entreprise. La route, là où il y a ta société, la route qui passe devant. On te demande de payer pour que... Et quand tu demandes les explications, on te dit c'est pour nettoyer là où ta voiture va passer, là où tes clients passent. Mais la route, elle est aussi sale qu'une voirie. Donc, je ne vois pas. Il y a des taxes sur tout, mais rien ne change. Et quand la diaspora dit on veut que les choses bougent, changent, on trouve que nous, on intoxique un peu ceux qui sont là. Moi, je ne suis pas la diaspora, j'ai même du mal à le dire parce que je suis au Cameroun, je viens au Cameroun comme je veux, j'aime pouvoir, je ne suis pas française, ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis fière d'être camerounaise, mais j'ai besoin de pouvoir être chez moi et d'être à l'aise, être bien.
pouvoir, si le matin je me lève et que j'ai envie de créer une entreprise qui fait que dans les lacets, j'aimerais pouvoir avoir des idées et pouvoir les implémenter la minute d'après. Ce que j'appelle la minute d'après, c'est pas peut-être lui à 14 à 15 heures. Mais si je me dis le 1er août, il faut que d'ici le 31, j'ai mis sur pied cette entreprise qui va employer 20 à 30 Camerounais, que je sois libre de le faire. Sans qu'on ne me torpille, sans qu'on me donne l'impression que c'est un privilège pour moi d'employer 20 à 30 Camerounais. Non, non, non. Et c'est ça le problème qu'on rencontre. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons encouragé la diaspora, la corruption? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes derrière? Parce que quand tu arrives là, je pense que nous aussi, non, le geste. C'est comme ça. Ok, le soir, non. Le soir sera le soir. Je veux dire que les gens le font. Ça coule. Mais on ne saura jamais qui a commencé, c'est ça la vérité. On ne saura jamais où la corruption, de qui c'est parti la corruption. Oui. On ne le saura jamais. Parce que c'est quelqu'un qui vient avec son dossier en main, et qui veut que ça passe vite. Et il veut que ça passe vite. On ne saura jamais qui a débuté tout ça. On vous conseille même de donner. On vous conseille de donner. Oui, on vous conseille de donner. Oui, il faut donner pour que ça aille vite. La personne qui est derrière son bureau ne vous a rien demandé. En effet. Mais comme on sait que c'est dans nos mentalités, on conseille de donner. En effet. Je suis arrivée, quand je suis arrivée à l'aéroport, on m'a dit de faire le test PCR. Okay? Alors que j'ai fait un test PCR qui était valide. Et quand je suis arrivée, il y a un monsieur qui me dit, donne-lui 10 €, tu passes. Et c'est ce que j'ai fait, je suis passée. Ben, Amanda dit, il faut dire les vérités. Il faut dire les vérités, c'est pas bien. Parce que nous, quand on arrive déjà fatigué, on passe pour faire des tests. Pourquoi refaire un test qui est déjà normal? Et on me dit, donne 10 €, tu passes. J'ai donné, je passe. Le fameux test qu'on fait à la sortie de la... Oui, qui est censé être gratuit. Qui est gratuit. Et on me dit de payer. Oui. Là, j'ai donné 10 €, je suis passée. Oui. Alors, si tu as 200 voyageurs par vol et que plus de la moitié donne ce montant, voilà, tout le monde est atteint de Covid au Cameroun. Hein. Comme elle a dit. Si on va sur ce principe. Je te conseille de donner 10 €. Voilà. Il sait que j'aime pas. Après, on vous a demandé le fameux carnet jaune. Oh là là. Alors là, moi j'ai tout le temps les problèmes avec les dames qui demandent le carnet jaune. Un vaccin que personne n'a fait. En réalité, qui demande ça? Qui demande encore dans un aéroport dans le monde? Excusez-moi. Et puis même quand... Alors moi j'ai poussé le vice. J'ai dit ok, je veux me faire vacciner. Mon vaccin sûrement date de mon adolescence. Je veux me faire vacciner. Donc on va aller jusqu'au bout. J'ai suivi la dame qui m'a fait un reçu. Elle m'a dit, écoutez, vous payez 13 500. J'ai payé. Elle m'a dit, vous allez aller en bas, on va vous indiquer, on va vous faire le carnet. J'ai dit, est-ce que je ferai mon vaccin? Je ne veux pas faire le carnet, je veux le vaccin. Et suite à mon vaccin, j'aurai le carnet. Elle m'a dit, oui, non, il n'y a pas de problème. Alors on t'encourage pour que tu donnes rapidement de l'argent. Elle a dit, non, oui, machin. Et quand je suis arrivée dans le bureau, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de seringue. Il n'y a pas de seringue qui traîne. Quand tu arrives, on te demande ton nom. Et elle t'établit ton carnet. Et puis c'est bon. Elle t'établit ton carnet. Et quand j'ai commencé à râler, elle m'a dit, oui, on va prendre rendez-vous. Donc pour faire le vaccin, comme le vaccin, vous voulez, on va vous faciliter la tâche, on va vous aider. Et c'est vous qui voulez faire machin. Vos histoires des blancs que vous ramenez là. Et voilà, à la limite, c'est toi qui es rabroué parce que tu veux rentrer dans l'ordre. Donc au Cameroun, c'est la corruption qui freine d'abord les projets. Ensuite, quand tu insistes un peu et que tu finis par rentrer dans le moule parce que tu veux absolument que ton projet voit le jour, tu as ce désir, moche, cette envie, cette niaque de faire quelque chose. Quand tu n'as pas l'esprit corrupteur, de te retrouver dans des situations comme ça, parfois tu as envie de... Tu te sens mal. Ça te décourage. Oui. Parce que quand tu as voté un budget, même quand tu as mis les divers, tu ne t'attends pas à ce que les divers ce soit ça. Oui. Tu te dis les divers, ça peut être au niveau du dédouanement, les divers, ça peut être au niveau des travaux que tu as fait au niveau du bâtiment que tu as pris. Tu t'attends pas à ce que les divers, c'est nourrir quelqu'un qui a déjà un salaire pour le travail qu'il fait et qui te dit que il ne te regarde même pas quand il te parle. Le personnage qui s'adresse à toi ne te regarde même pas. À la limite, si c'est une dame ou un monsieur, il t'a donné l'information, il se tourne. En gros, fais ce que tu as fait. J'arrive souvent à l'aéroport, mais mon frère vit ici. C'est comment? Je vis ici. Et c'est vit ailleurs. Mais moi, par contre, ce que j'ai fait, j'ai fait mes vaccins. Hein.
avant d'aller en France, j'ai fait mes vaccins, j'étais en règle, j'avais mon carnet en règle. Le fameux carnet jaune. Oui, oui, c'était réel. J'ai fait les vaccins. Le problème, c'est que, est-ce qu'on demande, la question qu'on nous on est en train de se poser, c'est que, est-ce que quand on arrive, par exemple en France, ou bien on arrive, je sais pas, au Canada, on arrive en Italie, partout là aux États-Unis, est-ce que quand vous arrivez, on vous demande ce fameux carnet jaune? Non, moi, le rôle de ce carnet jaune, c'est avant, on le demandait. Mais la dernière fois que je suis partie en France, il y a peut-être 6 ans, je ne me rappelle pas qu'on m'ait demandé le carnet. On ne demande pas ce carnet. Je ne me rappelle pas. Je suis à 2-3 voyages le mois, on ne m'a jamais demandé le carnet. Pourquoi on demande au retour? Je ne sais pas. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, en parlant de la patience encore, de la persévérance. Parce que quand on est pressé aussi, je comprends que vous faites des activités commerciales, donc forcément, on va un peu vous taper sur les doigts. Moi, je ne suis pas souvent pressée. Voilà qu'on m'appelle dans un village. On me dit qu'il faut ouvrir un CES. Parce que y a des enfants, quand ils arrivent au cours moyen d'eux, ils peuvent continuer des études. Parce qu'il n'y a que des écoles privées. Et les parents n'ont pas assez de moyens. Et certains ont essayé d'envoyer leurs enfants dans des familles d'accueil. Ça n'a pas toujours bien marché. Et puis, je rassemble le village, je rassemble les éléments et tout. On me dit au départ, oui, tout le monde va t'accompagner et tout. Après, tout le monde m'a lâché. J'ai fait tout à mes frais, mais j'ai fourni tout ce qu'il fallait. Et on me dit, rejeter, mon dossier est rejeté. Et on me donne les raisons. Et en regardant, en lisant le dossier, je me suis rendu compte qu'on n'a même pas lu. On ne savait même pas de quoi il s'agissait. Et j'ai saisi l'occasion. J'ai fait la requête au Premier ministre Philémon Yang, que je ne connais pas, que je le voyais seulement à la télé. Et j'ai déposé au niveau de la région. Là, je dis le secret parce que personne n'a jamais su comment j'ai fait. J'arrive à la région, on me dit, madame, on va vérifier, hein, tout ce que vous êtes en train de dire, on va vérifier. Je dis, c'est justement ce que je veux. On envoie le dossier au Premier ministère et le Premier ministre donne son accord. On renvoie dans le dossier au ministère des Enseignements secondaires. On déduit que soit je connais très bien le Premier ministre, soit j'ai des entrées à la présidence. On m'appelle, madame, on ouvre. On ne vient pas vérifier. Hein. Je dis oui, ça s'est passé par téléphone, on ouvre. J'avais tous les éléments. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le CES dans ce village. Ça m'a pris 2 ans. Et beaucoup d'argent, oui, parce que je partais à Yaoundé tout le temps. Aller, revenir. Tout ce qu'on me demandait de faire, je le faisais. Et les enfants sont là aujourd'hui. Et il s'est passé quelque chose. Des gens dans le village, ils voient donc que ça devenait une histoire de prestige. Et puis, le chef du village décide qu'on me rembourse mon argent. Et puis, les villageois cotisent l'argent et tout. Monsieur décide de mettre l'argent dans leur poche. Et on me fait, mon village, hein, on me fait partir comme une malpropre. Mais pour moi, c'était une fierté. Parce que aujourd'hui, j'étais repartie là-bas, je ne sais pas après combien de temps, et j'ai vu ce que ça a donné, les élèves sont à l'école, et peut-être que ce CES a été transformé en lycée. Aujourd'hui, je ne sais pas. Donc vous avez perdu votre projet en réalité? Pardon? Vous avez perdu votre projet de CES? Je n'ai pas C'est plus vous qui le pilotez? Oui, c'est plus on l'a chassé parce qu'ils ont récupéré. C'était ouvert. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils en font? Je m'en fous. L'essentiel, c'est un établissement public. Mais j'ai fait des démarches pendant 2 ans. J'ai eu tous les problèmes du monde. Tout le monde était au courant. Tout le monde m'a lâché. Et puis après, quand il fallait qu'on me rembourse mon argent, on m'a mis à la porte comme une malpropre. Donc vous n'avez pas été remboursé? Non, pas du tout. Non. Mais l'établissement est là. Les élèves, je crois qu'ils ont beaucoup de succès, ça marche bien. C'était ça l'essentiel. Waouh. Ben, si je voulais regarder, je peux vous donner beaucoup d'exemples de ce genre. Mais je suis fière d'avoir fait beaucoup de choses pour mon pays. Je ne vais pas citer d'autres choses. Hein, mais justement, Cathy, Nadine, Amanda, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être femme et d'entreprendre au Cameroun? Je dirais oui et non. Je dirais oui parce que quand tu veux entreprendre, en réalité, on ne voit pas toujours la femme. On voit le Camerounais qui veut faire quelque chose pour son pays. Est-ce que tu es capable de produire et donner de l'argent? Maintenant, quand tu commences quand tu rentres de plein pied, c'est où tu te rends compte être une femme.
Là, on prend Parce que dès qu'on véritablement commence ça à en compte. se rendre compte que, tiens, mais c'est une femme derrière. C'est une femme derrière. Quand on ne te nous voit pas, quand tu as des gens que tu peux envoyer faire de petites commissions, ça passe. Mais le jour où on te voit, et là, c'est où tout ton malheur commence. Parce que c'est l'Afrique, on a une autre mentalité ici. Et ça n'a rien à voir avec là où on vient, absolument rien à voir. Puisqu'on est là pour dire les mots, quand tu es une femme en Afrique, en réalité, on veut que tu te courbes. On veut que tu te courbes. La femme ne demande pas de la même façon et de la même manière qu'un homme. La femme demande d'une certaine manière. Et quand tu veux faire la personne droite qui connaît ses droits, alors là, on te dit que tu veux faire comme un homme. On te rappelle que faire comme ça, c'est faire comme un homme. Et tu veux faire la têtue, et là, tu es sanctionné. Oui, complètement. Donc, je dirais oui et non, c'est partagé. Pour moi, c'est 50-50. Pour moi, c'est un peu difficile. Vous savez, comme elle a dit, moi, je n'habite pas ici. Donc, pour eux, quand tu es femme et quand tu sors d'ailleurs, on se dit que tu as beaucoup d'argent. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que tu n'as pas de facture sur tout ce que tu fais. Tu payes quelqu'un 200 000, c'est quand même ici. Tu es en fait payé pour faire un service, c'est ce que je veux dire. C'est la corruption. La corruption n'a pas de facture. On ne laisse pas de traces. Comment ça? Je comprends pas. Nadine est perdue. Non, à partir du moment où tu demandes, on te rend un service, ou tu payes pour un service, tu n'as pas de reçu, tu n'as pas de facture, ça veut dire qu'il n'y a pas de trace, tu n'as rien payé. Il y a la corruption. Même dans les bureaux des impôts, il y a des bureaux qui ne donnent pas les factures. Oui, c'est ça. Mais je ne trouve pas ça normal. En effet. Je ne trouve pas ça normal. Donc, c'est pas facile d'entreprendre ici, mais c'est possible d'entreprendre. C'est pas facile, mais c'est possible. Oui. Ouais, je reviens toujours à la patience. Une fois qu'on est patient et persévérant, on ne se rend même pas compte qu'il y a des problèmes. Parce que moi, on m'a souvent demandé, mais comment tu fais? Je dis que monsieur, on me dit de venir 10 fois. Je viens 10 fois. Wow. Parfois, c'est pour ça que je suis tout le temps partie. Entre Douala et Yaoundé. Parfois, on me dit, madame, ne revenez plus, mais je n'ai pas encore obtenu ce que je veux. Tant que je n'obtiens pas ce que je veux, je ne reviens pas. Et puis, à force, quand je travaille je travaille beaucoup avec les gens diminués, et je vois les efforts qu'ils font au quotidien pour s'intégrer. Je me dis, pourquoi moi, je ne serais pas patiente? Mais être une femme, est-ce que c'est facile aussi? Non, ce n'est pas facile, mais la femme doit s'imposer. Ce que j'ai compris, c'est qu'on doit savoir ce qu'on veut. Parce que quand on sait ce qu'on veut, on finit par nous chercher. Mais Cathy, vous pensez vraiment que si vous étiez plutôt un homme dans ce que vous faites, ça passerait rapidement? Comme je ne suis pas un homme, je ne peux pas répondre à cette question. Peut-être que ça allait passer plus rapidement. Mais il faut dire que je suis aussi dans un secteur, j'ai eu beaucoup de problèmes, parce que parler de la santé mentale, même dans les médias, ce n'était pas facile, parce qu'on me disait, il faut plutôt, n'utilise plus le terme santé mentale. Oui, ça ne sonne pas bien. Mais la santé mentale est utile. Quand on est dans la santé, on est suivi. À un niveau, quand on sait ce qu'on fait, c'est nous, même les hommes nous suivent, parce qu'ils ont besoin de nos services. Tout le monde a envie d'être en santé. Exactement. Mais au départ, c'est pas souvent ça. Il y a le mépris, il y a pourquoi tu n'as pas de voiture, pourquoi tu dis que tu es dans le système des Nations Unies, il y a tel, il a conçu les maisons et ainsi de suite, pourquoi tu ne le fais pas? Ce n'est pas seulement au niveau de Cameroun qu'il y a des problèmes. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un bon projet des Nations Unies. J'étais sur place. J'ai eu tout le problème du monde. On travaillait sur les migrations. J'étais invitée au Mexique. Tout frais payé par les Nations Unies. Ils m'ont dit, débrouillez-vous à trouver le visa. Nous étions dessus, je ne suis pas partie. Parce que je ne pouvais pas aller au Nigeria chercher le visa. Tout frais payé, alors qu'on était dans les migrations. Et à la fin, il fallait adopter tout ce qu'on a travaillé pendant 1 an et demi. C'était au Maroc. J'ai eu le bonheur d'avoir l'invitation du roi du Maroc, du secrétaire général des Nations Unies et les félicitations de l'État camerounais. Je ne suis pas partie. Pourquoi? Alors que nous étions restés 2 dans le projet, on a donné le pied à quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas partie. Vous voyez, on subit tellement de choses. Ceux qui me connaissent savent que je ne me plains pas. Est-ce que c'est parce que vous êtes femme? Oui, justement. C'est pour ça. Je ne sais pas, ça s'est passé peut-être au niveau des États-Unis, je ne sais pas. Ça, ce n'était pas le Cameroun.
Ça s'est passé après, ceux qui étaient ici m'ont dit, oh, nous on est partis. Mais moi j'ai travaillé, mais comment vous êtes partis? Non, mais moi je pense que quand les Camerounais sont entrés dans la danse, peut-être ça a changé de... Les billets venaient des États-Unis. Oui, on m'a dit, ça se retrouve maintenant dans les bras d'une autre personne. Non, ceux-là, c'est le ministère qui s'en occupait. Mais dans le projet, on m'a dit, vous serez 2. Comment ça s'est passé? J'ai fait d'autres recherches, mais bon, je ne vais pas tout dévoiler. Mais toujours est-il que je ne suis pas partie. J'ai même organisé une activité. Si on nous avait dit d'organiser des activités parallèles, j'en ai organisé une ici, mais moi, je ne suis pas partie. Ça pèse de la patience. Oui, bien sûr. Mais maintenant, on va parler un peu de femmes entrepreneurs et les hommes. Vos rapports. Est-ce que le fait d'être boss lady aujourd'hui, est-ce que ça a changé le regard des hommes sur vous, par exemple? Oui. Quand tu es à la tête d'une petite entreprise, qu'importe la taille, les hommes te regardent différemment. L'homme se rend compte que tu es importante, que j'ai en face de moi une femme intelligente, une femme capable. Là, même le discours change. Complètement. Est-ce que quelque part vous n'effrayez pas aussi certains, parce qu'il y a aussi des Je suis d'accord, ça effraie. Qui fuient non, oui. Je suis chef d'entreprise. Au revoir ma chérie. Pardon. Oui, non, mais ça effraie. Je veux pas de ça effraie. Moi, pour ma petite histoire, j'effraie énormément les hommes en général. Parce que déjà, j'ai beaucoup de présence. On me dit que j'ai beaucoup de charisme et je parle beaucoup. Je sais ce que je veux, j'impose mon point de vue. Et en général, ça fait peur, ça fait fuir. Malheureusement pour moi, la vie ne m'a pas fait beaucoup de cadeaux parce que je porte un nom que je n'ai même pas choisi. Et je traîne avec moi cette histoire, l'histoire de mon nom. Donc quand je veux, pas m'affirmer, mais démontrer que je suis une femme, tout simplement, je suis Amanda, le nom déjà m'est imposé. Ensuite, même quand j'arrive à batailler et finalement on me regarde moi, c'est que derrière, je suis un peu trop intelligente. C'est pas évident. Comment ça se passe au messager? Est-ce qu'il n'y a pas eu là-bas, par exemple, parce que je sais que les hommes ont souvent... Je regardais dernièrement une série camerounaise, Madame Monsieur, où il y a un policier qui veut aller draguer Madame la commissaire, en se disant que si je sors avec, j'aurais beaucoup d'avantages en étant le tiso de Madame la commissaire. Est-ce que... On sait que les boss ladies souffrent aussi de ça. C'est-à-dire lorsque vous avez beaucoup d'employés, par exemple, vous avez de vos employés, des gars qui calculent draguer parce qu'ils se disent que derrière, je serai plus... Oui, bon, moi là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des parents qui ont su imposer quand même, qui ont su imposer un certain nombre de choses. L'éthique aux messagers, on met un point d'honneur. Vraiment, il n'y a pas eu des journalistes hors messager, peut-être plus dans le milieu quand on l'élargit, mais aux messagers, l'éthique, on mettait un vrai point d'honneur. Donc, j'ai pas eu beaucoup plus ce problème dans la société. Mais hors de la société, dans le milieu, oui, il y a eu des gens... bon, moi, j'ai été assez maligne là-dessus. J'ai eu une maman qui était qui était chrétienne, très religieuse. Donc, j'ai grandi dans cette atmosphère-là. J'ai su éviter pas mal de pièges. Donc, dans le milieu de la communication, je suis pas très connue de ce côté-là. Mais quand on veut complètement élargi, on parle des hommes, oui, tu rencontres énormément de tisos. Alors, j'adore le terme parce que je ne le connaissais pas. Moi aussi. Non, oui, énormément. Gigolo. Énormément. Énormément. Mais c'est très difficile. Mais c'est difficile parce que c'est pas parce que tu es une boss lady. Alors, moi, j'ai perdu mes parents assez tôt. J'ai repris le flambeau, j'avais 25 ans. Donc, j'ai commencé à manipuler beaucoup d'argent à ce moment-là. Énormément. Je suis quelqu'un de sobre, quelqu'un de simple, comme mes parents d'ailleurs. Je ne me fais pas énormément voir. C'est-à-dire que même quand je peux traîner sur moi beaucoup d'argent, tu ne le sauras jamais parce que je ne flambe pas. Je ne suis pas en train de flamber. On est amis depuis de longues années. Et je ne pense pas que j'ai donné l'impression de... Je ne suis vraiment pas dans ce... plein d'argent. Oui, non, je ne suis pas... Comme ça. Et elle est calme dans son petit coin, tranquille. Oui, je suis assez sereine elle parce que... Elle ne s'embrouille pas. Non, ça ne m'émeut pas. Mais les hommes savent, aujourd'hui, je pense que le problème, ce n'est pas nous, les femmes. C'est les hommes qui ont développé une technique
qui est imparable. Alors moi, je suis en pleine étude encore, parce que je ne pense pas être sortie du lot, je ne prétends pas que j'ai le secret, mais je pense que les hommes sont en pleine étude de la femme, de la boss lady. Les gars, on est une étude, ils sont en train d'étudier, et il y a des agrégés, et ça devient très sérieux. On a un qui s'est marié avec une dernièrement, on peut quand même pas, avec une influenceuse camerounaise, on sent que c'est un agrégé. Donc il a appris là. C'est un docteur. Un docteur. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Oui, en fait, ils sont là. Il y en a. Ils ne draguent que des femmes qui ont des entreprises, des femmes qui ont des moyens. Moi, je connais quelqu'un à qui je dis un jour, j'ai une amie là qui m'a dit qu'elle t'aime bien. Mais après, il me demande, elle a quoi? Non, ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. Il ne veut pas celle qui travaille. Il veut celle qui a son entreprise. Elle a son entreprise. Et je lui ai dit, oui. Il m'a dit, ok, je peux la voir. Voilà. C'est ça. Alors moi, je dirais juste aux femmes, il faut qu'on passe au niveau de la contre-attaque. Je pense que, non, c'est un vrai problème et selon, je pense, c'est un vrai sujet à débattre qui va te prendre énormément de temps. Mais à un moment donné, il faut percer l'abcès parce que ça devient hyper sérieux. Hier, j'ai rencontré une grande sœur, j'ai invité d'ailleurs au siège de l'entreprise. On a passé 3-4 heures à discuter, à débattre parce qu'elle m'a raconté les histoires d'autres femmes. Entre eux, exactement 35. Et encore, bon, on a une histoire d'une plus jeune encore, mais ça dépend d'un. Enfin, si tu crées une entreprise beaucoup plus jeune, tant pis pour toi. Je suis désolée. Mais moi, je situerais entre 35 et 55 ans. Les gars sont en pleine étude. Il y a tellement de femmes qui tombent parce que tu crois que tu as atteint un certain niveau. Ah non, tu n'as pas atteint. Le gars qui arrive, il vient avec de l'argent à investir dans ton affaire. Il vient avec et sa famille avec. Les gars, ils sont plus seuls. C'est-à-dire, ils mettent leur famille dans le projet. Les gars travaillent. Tu as les secrétaires, tu as les comptables qui savent que non, elle est comme ça. Donc, il va prendre un cousin, une cousine qui sera là pour être ta copine, t'accompagner. Tu as une belle sœur magnifique, adorable, mais elle est dans le projet. C'est ce que tu ne sais pas. Il y a le cousin qui est le chauffeur, qui t'accompagne, qui est toujours disponible. Quand tu as les problèmes avec le mec, il te défend toujours. Tu es convaincu que tu as le meilleur beau-frère. Les familles sont dans le projet. C'est devenu autre chose. Et nous, les femmes, je pense qu'au lieu de se tirer dans les pattes, on gagnerait à vraiment être ensemble, à s'unir, à prêter une oreille beaucoup plus attentive. Quand tu as une copine qui est dans cette... Et pas dire à la Camerounaise, à l'Africaine, ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas mes affaires, les histoires de cœur. Moi, je ne suis pas dedans. Ou bien dit qu'elle est bête, elle est bête. Elle est bête, de toute façon, on va lui parler, elle va aller... Elle n'est pas bête. Non, moi absolument pas. Je reviens sur cette histoire, je profite parce que vous êtes là, Cathy, parce que vous êtes la grande sœur ici aujourd'hui pour parler aussi. Cette dame, j'étais en train de raconter cette histoire tout à l'heure, qui m'a appelé, m'a dit, Solange, j'aimerais te rencontrer. Je suis venue au rendez-vous. Elle m'a parlé, je l'ai vue, j'ai regardé les yeux de cette grande sœur que je connaissais avant. Ce n'était pas la même personne que je connaissais il y avait quelques années en arrière. Elle était finie, entre guillemets, parce qu'elle était tombée amoureuse d'un mec qui est venu investir l'argent dans son entreprise. La semaine dernière, c'était l'autre qui nous disait comment le gars a payé un an de loyer. Wow. Lui, il est venu investir. Il a dit qu'il donne aussi sa part de capital. Il dit, non chérie, ton entreprise, non. Il l'a mis à l'intérieur. Il avait donné 10 millions pour booster l'affaire. Et il était là tout le temps. Il était là tous les matins. Il s'occupait de... c'est lui qui ouvrait les portes, qui était là. Et il faisait des cadeaux incroyables à la grande sœur. Là, les MS, son publicité, les Vuitton. C'est un gars qui vit de l'autre côté. Donc, il ramène... Enfin, on ne sait même pas exactement où il vit. Il ramenait la classe, tout ça, les cadeaux coûteux. Quand il arrivait comme ça, il fait des cadeaux à tout le monde en entreprise, aux employés. Il était devenu le grand boss. Sauf qu'un jour, il vient dire à la... Non, il cesse de l'appeler pendant un moment, parce que c'est des gars qui jouent dans la psychologie. Il va cesser de l'appeler parce que ce qu'il fait, c'est qu'il te donne l'amour. Il te donne l'amour pendant un bon bout. Tu tombes follement amoureuse, et puis au moment, il te sèvre. Tu es déjà habitué pour créer la dépendance. À la dépendance. Tu es déjà habitué. Elle appelle le téléphone, c'est comment bébé, je ne te vois plus. Quand elle appelle une fois, deux fois, 2, 3 jours, il ne décroche pas.
Après un jour, elle appelle avec un numéro inconnu. Il sait que c'est elle. Il décroche. Non, il décroche maintenant. Et il lui dit, non, excuse-moi, j'ai trop de soucis. Je n'ai pas envie de t'embêter. Qu'est-ce que tu as comme problème? C'est toi qui me disais que toi et moi, on était déjà mariés. Non, non, tu es mon mari, et tout, et tout, et tout, et tout. Oui, non, non, j'ai des problèmes, je ne peux pas t'en parler parce que ce n'est pas ton niveau. Et la fille dit que non, mais bébé, tu sais, je fais des cotisations, je fais... Non, chérie, laisse tomber, ce n'est pas ton niveau. Il raccroche. Wow. Tu fais travailler. Il a travaillé le mindset de la fille et la fille recompose encore le numéro. Tu es où? Je viens te voir. Je suis à la maison. La maison n'était même pas sa maison. En fait, c'était des appartements meublés. Le genre d'appartement meublé, pas sur immeuble. Le genre d'appartement meublé, une maison, une villa. Donc, et quand tu arrivais, tu ne pouvais pas imaginer que c'était un appartement meublé. Tu savais que c'était sa maison. En effet. Je suis à la maison. Elle est donc arrivée là-bas. Le gars lui dit, écoute, voilà, mon matériel est arrivé. Je te disais dernièrement que moi aussi, je faisais dans la même chose que toi. C'est pour ça que tu vois, j'ai investi un peu d'argent et tous mes machines sont arrivées. Et il lui montre la facture. Il lui dit, regarde, je n'ai que 50 millions. Il m'en faut 200. Mes grosses machines, j'ai déplacé toute la société pour ramener au Cameroun. Tous les papiers, 50 millions étaient là. Il y avait tous les papiers, tout. La fille lui dit, écoute, bébé, j'ai ma cotisation que je dois bouffer le mois prochain. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander qu'on me fasse plutôt bouffer ce mois et je vais te donner les 250 millions. Elle a sorti 250 millions, pas en chèque, pas en liquide, comme ça se passait à la cotisation. Elle a donné au chéri, c'est son amour, c'est quelqu'un qui a quand même investi pour la réussite du couple, surtout que c'était pour venir renforcer l'entreprise. Elle n'était pas bête. Elle dit, Solange, je n'étais pas bête. J'ai tout vu, j'ai vu l'argent, j'ai vu tous les papiers, parce qu'avant ça, je suis même... il m'a dit, non, tu peux rentrer avec, tu peux contrôler, tout, il n'y a pas de problème. Elle lui a versé 250 millions. Il est resté avec elle peut-être un mois encore. Et puis après, il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Elle s'est retrouvée poursuivie. Endettée. J'imagine. Elle a même été arrêtée. Heureusement que le père de ses enfants a intervenu pour qu'elle paye une partie d'argent à la cotisation, pour qu'on la libère et pour qu'elle reprenne. Elle était même prête à vendre son entreprise. Elle était à quelques doigts de se séparer de son entreprise, mais elle a eu beaucoup de chance. Et elle m'avait appelé pour me dire, ma jeune sœur, sensibilise les post lady, sensibilise les femmes entrepreneurs, parce que le dehors est très mauvais. Nadine, comment ça se passe avec les hommes? Alors, heureusement, vous êtes mariée. Je suis mariée, oui, c'est ça. Mais ce n'est pas toujours facile, hein, parce que ça ne lit pas de suite que je suis mariée. Donc, quand ils viennent vers moi, ils savent, il y a la petite fille là. Donc, je vais aller vers elle, je vois ce que... Mais oui, vous savez, je vois ce qu'elle peut m'apporter. Déjà, surtout quand je suis au Cameroun, soit dans mon travail là-bas chez moi, donc c'est pas évident parce qu'ils ont l'impression que, voilà, moi je traite beaucoup avec les artistes, hein, ce sont eux qui me saoulent souvent. Donc ils ont l'impression que, voilà, et je ne vais pas m'habiller, j'ai de la talent pour ça va passer. Donc il faut que tu mettes des barrières. C'est le travail en fait. Quand vous êtes, j'ai un travail de proximité avec les gens. Donc si je n'ai pas la barrière du respect, ça peut aller vite. Mais comme je sais que ce sont des charmeurs, je sais quoi faire. Dans mon travail, il faut sourire, il faut bien parler, il faut être poli, il faut être patient. Mais sinon, il faut être sage. Il faut être sage et intelligent, surtout. Sinon, ils vont venir te demander 2-3 services de minimum 1 000 €. Ils ne vont pas payer. Wow. Oui, parce que quand je tourne un clip avec des artistes, il y a l'artiste, il y a les danseurs, il y a tout ça, il y a le maquillage, j'ai tout ça à disposition. Donc le gars fait tout ce paquet là. Donc, si je souris un peu, voilà 1 000 € qui part quoi. Et ça va, ça peut. Donc, du coup, j'essaie d'être un peu, je suis très professionnelle de ce que je fais, mais c'est pas évident. Katia Tondé, vous voyez que la femme, elle est exposée. Oui, les femmes sont exposées. Je dirais aussi que ceux qui étudient les femmes savent qu'on va dans les relations avec beaucoup d'émotions. Les hommes, comme on dit, ils paradent. Les femmes provoquent. On va passer devant un homme, on a des rastas, on a une mini-jupe, on a le make-up, ainsi de suite. Regarde mes formes.
Alors que l'homme va nous montrer qu'il est le plus fort, il est le plus riche, il a une belle voiture, tout ça. Il s'est encadré, il s'est protégé. Et nous, les femmes, nous tombons rapidement dans ce piège. Celui qui aime vraiment, on ne peut pas aimer une personne qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible. Donc quand la relation commence, on voit que quelqu'un est très, très, très engagé. En général, il faut se méfier. Parce qu'un homme qui aime une femme, prend du temps. Parfois, il ne veut même pas que la femme sache qui il est, parce qu'il a envie de savoir si la femme l'aime aussi réellement. Donc si c'est... j'avais lu l'histoire du président de Libéria. Il allait chercher sa femme en Jamaïque. La femme ne savait pas qui il était. C'est quand ils sont arrivés, je crois en France, qu'elle a découvert que c'était un grand footballeur et tout ça. Donc, il ne voulait pas qu'elle sache. Oui, beaucoup d'hommes le font. Oui, beaucoup le font, ils ne veulent pas. Mais celui qui est là à te montrer, je suis ci, je suis ça. Généralement, méfions-nous. Méfions-nous parce que... Non, Cathy, je dirais la méthode, elle est... Non, alors ça, c'est au cas... Peut-être c'est au cas par cas. Ça, c'est une catégorie. Mais il y a une autre catégorie de plus en plus grandissante qui n'est pas les comme gars ça. sont les gars, comment est-ce qu'on dit souvent ça? Ils changent de niveau. Le level, oui. C'est-à-dire ils débloquent le niveau. Les niveaux de plus en Aujourd'hui, plus. on est arrivé au niveau 74. Demain, après, on se rend compte que merde, elles connaissent déjà le niveau. Les gars Ils étudient. Oui. Mais comment comprendre? Parce que moi, je me pose toujours mille et une questions. Comment comprendre qu'un mec est venu encenser une fille qui était ouverte d'esprit comme ça, jusqu'à l'épouser et avec un mensonge. Je veux dire que c'est arrivé à nous. Ça n'est pas qu'elle est bête. Non. Oui, non. On n'est pas du tout bête. Parfois, les femmes remarquent les choses, c'est parce qu'elle a déjà mis le cœur. Non, le problème, c'est qu'il y a même d'autres qui il n'y a aucun signe. Donc, je dirais que le gars étudie, là où je peux rejoindre complètement ce que vous dites, c'est que je pense qu'il étudie le sujet. Il prend tout son temps. Oui, le gars étudie le sujet. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes forces, il connaît tes qualités, il connaît tes défauts. La grande sœur me dit que, je pense que le mec lui a avoué que ça fait plus de 3 ans. Mais voilà. Il observait en fait. Oui. Les 3 ans, c'est ça. Les gars qui font ça, c'est des gars qui ont eu le temps d'étudier. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. C'est vrai que la femme est très sentimentale. La femme vient avec ses émotions. Et je pense que ça dépend aussi de l'éducation, d'où tu viens. Il y a des femmes qui, en ce qui me concerne par exemple, il y a des problèmes que je n'ai pas. Quand un homme vient vers moi, il y a des choses sur lesquelles je vais vite switcher. Parce qu'il y a des problèmes que je n'ai pas. Donc, tout de suite, quand tu vas me parler, pour moi, c'est des problèmes que je peux débloquer en deux. Donc, le temps que tu réfléchisses, que tu commences à composer des équations, moi, c'est des problèmes que je résous en 30 secondes. Je passe un appel, je fais un message, je résous. Donc, quand je vois mon compagnon galérer, pleurer, se torpiller, alors que moi, j'ai la solution, je n'ai pas l'éducation de torpiller les gens. Je n'ai pas l'éducation de faire la radine. Je n'ai pas l'éducation de voir les gens souffrir et dire, je n'ai pas. Même quand je veux le faire, je finis par souffrir à ta place. Absolument. Donc, le gars en face, il voit une nana qui est bête. Il se dit, alors qu'en fait, c'est une femme généreuse. C'est une femme généreuse, naturellement généreuse. Tout à fait. Oui. C'est quelque chose que je ne ferais pas pour toi, même pour une amie. Pour un ami qui est dans le même besoin. Je ne le fais pas pour toi je ne le fais pas pour toi. Pour tout le même monde. s'il y a le sentiment, et c'est pour ça que les femmes, je ne sais pas si elle est dans le même cas, en général, les femmes à qui on fait autant de mal, c'est des femmes qui changent, tu ne les reconnais plus. C'est vrai. Moi, c'est le message que je vais passer aux hommes. C'est qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir des femmes bêtes. C'est que la femme, c'est d'abord une mère. Elle a ce cœur de maman. C'est-à-dire, elle n'aime pas la souffrance. Elle veut avoir cette capacité d'aimer. Et elle crée son espace pour aimer. Elle crée l'environnement d'amour. Et en face, les hommes d'aujourd'hui, pas nos papas, parce que nos papas ont la culture de chercher. Comme vous dites, ils paradent, parce qu'ils veulent te donner les honneurs, te valoriser, te mettre... C'est ça nos parents. Les hommes d'aujourd'hui, nos papas qui ont accouché, les garçons que nous rencontrons aujourd'hui, les hommes, ça, c'est pas des hommes. Il faut qu'on trouve un mot qui correspond, ils ne sont pas des hommes. C'est vrai. C'est un autre mot. Je trouve que c'est Lucifer, c'est peut-être Lucifer quelque chose. C'est vrai. C'est plus des hommes. C'est vrai. Ce qu'il y a dehors là, c'est pas des hommes. C'est des gens qui sont venus détruire, qui sont venus arracher des cœurs. Ils ont une mission qui est autre chose que de créer des familles, de multiplier l'amour. C'est autre chose. Mais moi, je pense que les femmes,
Aujourd'hui, les femmes doivent pouvoir prendre le courage. C'est-à-dire, même quand tu tombes, relève-toi très vite. Et aujourd'hui, les pouvoirs en place ont mis tout pour que moi, je n'ai pas de cœur. Tu me fais du mal, je te fais mal à 2000%. C'est ça, c'est que quand je finis de pleurer le soir, le matin, je suis une autre personne. Je te trouve sur mon chemin, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Mais l'âme, c'est top chrono 24 heures. Top chrono. Le lendemain, je ne suis plus la même Amanda. Je ne suis plus la même Amanda parce que je me régénère très vite. Je me relève très vite. C'est ça qu'il faut dire aux femmes. On ne pleure pas longtemps. Mais je pense aussi qu'au-delà de tout ça, les femmes doivent aussi prendre du recul. On s'est déjà cassé la gueule 1 fois, 2 fois, 3 fois. On sait à peu près ce qu'on doit faire. On ne doit pas être pressé. Parfois aussi, il faut essayer de rester seul pendant un moment. Ça nous fait du bien, ça nous permet de nous reconstruire. Une femme qui est reconstruite, on ne peut pas la voir facilement. Cathy, on est dans un exemple plus simple. Oui. Vous avez réussi financièrement. Vous avez ouvert votre entreprise qui marche super bien. On aura l'occasion d'avoir ici sur ce plateau les miracles cosmétiques. On aura les blanches, je ne sais pas, elles sont nombreuses, qui roulent vraiment sur... Parce que la cosmétique aujourd'hui donne énormément d'argent. Elles ont réussi sur ce plan. Elles ne sont pas les seules, il y en a qui font d'autres business. Je connais une qui a une SCI, elle vend les terrains. Il y a des femmes qui sont assises. Quand on est déjà assise financièrement, tout ce qu'on attend maintenant derrière, c'est d'avoir un homme à nos côtés qui nous apporte un peu de bonheur. On veut un accompagnateur. Mais sauf que malheureusement, ces femmes, pour la plupart du temps, et ça je le dis, on nous écoute, la plupart du temps subissent plutôt les dragues des, comment on va dire, des tisous, des gigolos. C'est-à-dire, les hommes, ils vont venir... Quand personne ne sait au départ que cet homme-ci est faux. Il vous donne l'amour que personne ne vous a jamais donné. Mais il est dans ta famille, il convainc ta mère. Il arrive à convaincre ton frère, ta soeur. La famille le valide même avant toi. Je suis d'accord avec vous, mais ne perdons pas de vue que si vous êtes de boss lady, vous avez travaillé dur pour arriver au niveau où vous êtes. C'est de la même manière que vous devez travailler sur le plan affectif, sur le plan sentimental. C'est de la même manière. C'est parce que l'amour, même l'amitié, ça se construit. Ça se construit. Il y a des... Moi, je fais... Cathy, vous êtes de la vieille école, je pense que vous êtes de la vieille école. Vous êtes d'un temps où ce type d'espèce n'existait pas encore. Je ne pense pas qu'on parle de la même époque. Oui, parce que à notre époque, à l'époque des plus jeunes que moi, ça va très vite. Mais moi, je suis effectivement de la vieille école. Je ne vais pas courir. Il faut prendre du temps. Cathy, on ne drague plus. On est dans une société consommatrice de sexe, ça va vite. Mon père disait toujours, quand on est trop pressé, il faut y aller doucement. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps. Oui, justement parce qu'on n'a plus le temps. Et les hommes qui sont... Ils ont compris ça, en fait. Comment je peux les appeler? Des prédateurs. Ils savent exactement comment ils peuvent frapper. Mais Cathy, ce que vous ne savez pas, c'est que la plupart de ces gars ne vous draguent pas en un an. Ils prennent le temps. C'est des gars qui peuvent vous draguer en 4 ans. Il est là, calme. C'est lui qui va devenir votre meilleur ami au moment même. Il va entrer dans vous. Il vous dit qu'il vient avec de bonnes intentions. Il ne te demande même pas l'argent pendant 1-2 ans. Il ne te demande pas ton argent. Il ne te demande pas. Je suis entièrement d'accord avec vous. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'après, il peut faire 4 ans. L'amitié est différente des sentiments. Quand les sentiments commencent à naître, on change. Parce que les hommes savent quoi. Au départ, les femmes on met trop de barrières. Je ne peux pas faire si elle est Solange, elle est Amanda. Je ne peux pas traverser la barrière. Une fois qu'on baisse la garde, ils savent qu'on devient ce que vous dites, maternel, gentil, et ainsi de suite. C'est là où ils réussissent à nous avoir. Mais Cathy, on reste king comme toute une vie. Moi, est-ce que tu ne peux pas rester? Non. À un moment donné, tu libères. Tu baisses la garde. Tu veux le bien. Tu veux le bonheur. Tout le monde aime ce qui est bien. Le bien n'est pas mauvais. Je suis d'accord. Mais quand on baisse la garde, quand on se dit, bon, vraiment, maintenant, c'est notre ami, c'est un problème de sentiment, c'est là où on doit être vigilant. Il faut le regarder.
Il faut regarder. Alors, tu as le temps de gérer une entreprise, pour certaines qui ont des enfants aussi. En Ils plus, nous écoutent, hein. tu as déjà un premier échec. Non, ils nous écoutent. C'est pour ça que moi, le message, il est direct. C'est pour ça que c'est parce que je sais que les téléspectateurs de Solange, c'est plus des hommes que des femmes. Oui. C'est connu. C'est même pas les femmes. Les femmes, souvent, elles sont en compagnie même de leurs compagnons, de leurs meilleurs amis, de leurs cousins. C'est pour ça qu'on va leur parler aujourd'hui. Leur dire que vous pensez que vous nous avez atteints, vous débloquez les niveaux aujourd'hui, comme Solange a dit. Vous êtes en études, mais nous aussi, on va débloquer les niveaux. Oui. Parce qu'on va passer à la défensive. C'est Et ça vrai. sera beaucoup plus fort. Parce que la vérité, en plus, c'est que la femme, c'est peut-être un être très sensible parce qu'on est le sexe faible. Mais tu ne peux pas prendre le temps d'éduquer des enfants. Parce qu'en plus, tu as cette charge-là. Si pour une femme qui laisse l'éducation au père, je trouve que c'est une grosse bêtise. Il faut que tu mettes ta patte. Si tu as des filles encore, c'est pire. Il faut que tu prennes le temps pour ces enfants. Si tu es une boss lady, tu dois avoir le temps pour ton entreprise. Et tu dois encore avoir le temps pour traquer un homme, pour traquer. Mais tu dois avoir le temps pour ta famille. Non, Cathy. Non, Cathy. Non. Non. C'est monsieur le sage. Mais c'est pour ça qu'ils réussissent, ils savent où frapper et ça rate pas. Oui. En tout cas, c'était. J'aimerais qu'on parle aussi, pendant que nous sommes sur le plateau, qu'on revienne un peu sur un dossier qui cartonne sur les réseaux sociaux depuis le début de la semaine. Cette histoire qui est arrivée à Loïc Food, à Fancam. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Loïc Food, un restaurant qui a été expulsé, les choses jetées dehors. Et on parlait justement de l'entrepreneuriat jeune. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. J'ai suivi. On avait tout suivi. Oui. Moi, j'ai suivi ça à travers vous. Je pense que déjà, les loyers sont exorbitants. Je ne sais pas si l'État camerounais, je ne sais pas si je peux faire le plaidoyer parce que allons-y. Mon travail m'oblige aussi parfois à faire des plaidoyers. Les loyers sont exorbitants. Au Cameroun? Oui, parce que si vous remarquez, les jeunes PME là, ils ont une durée de vie d'un an, 1 an et demi. Le temps que... Parce qu'on demande de payer un an de loyer. Une fois que c'est épuisé, on commence à avoir tous les problèmes du monde. Et puis, les bailleurs sont méchants, ils ne sont pas compréhensifs. C'est-à-dire, on vous met la pression. Pendant que vous cherchez à asseoir votre structure, vous avez tous les problèmes du monde. Et après, vous avez peur de vous retrouver au commissariat, vous avez peur d'aller en justice, vous avez peur. En même temps, vous devez chercher de l'argent pour payer aux bailleurs et ainsi de suite. Et les salaires. Les salaires, c'est énorme. C'est trop compliqué. Il faut essayer de revoir ça. Parce que j'ai trouvé ce garçon, je ne sais pas comment est son Loïc local. Food était d'abord à Deido. Oui. Il était d'abord à Deido. Oui. J'allais souvent manger là-bas. Il faisait spécialiste des hamburgers. Il faisait le fast-food magnifique. Et on s'arrêtait là-bas. Tout le monde était là. Puis du jour au lendemain, il est parti. Il a eu le même coup là-bas. Et puis il se retrouve plus tard à Bonamoussadji. Et là, on lui demande... C'est comme si le bailleur qui t'a donné le bail, vient tous les jours jeter un coup d'œil comme un sorcier pour voir si tes activités marchent. Comme ça marche, il te dit, bon, le mois dernier, tu payais 450, mais le mois-ci, c'est 500. Si tu ne prends pas, tu sors. Tu gagnes la porte. Et pourtant, tu as fait déjà tous les travaux, tu as tout préparé pour ton entreprise. Oui, Cathy. Oui, c'était juste une petite parenthèse que il faut absolument revoir ça parce qu'on voit les boss ladies, elles peuvent vous dire ce qu'on subit quand une affaire rate. Parce qu'après, il faut payer les dettes. Après, il faut trouver un local. Après, il faut garder son matériel. Après, on est suivi au commissariat. Et quand on arrive au commissariat ou à la gendarmerie, on ne veut pas vous écouter. On joue un peu sur votre psychologie. Je suis Solange Béala, alors je ne veux pas avoir honte. C'est le gendarme qui va vous faire le chantage. Pourquoi vous ne payez pas? Pourquoi vous ne faites pas? Pourquoi? Vraiment, quand on voit seulement que ça a fermé, on a jeté ses affaires dehors. Mais ce qu'il vit et ce qu'il va subir derrière. Moi, j'ai raté une affaire en France. Je suis arrivée ici. Jusqu'à présent, je n'ai pas payé de payer les dettes. Parce que j'ai raté quelque chose. Je n'ai pas fini de payer les dettes. Et quand on a un loyer à payer, quand on a le personnel à payer, parfois, on a pris la marchandise à crédit. Ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. C'est lourd. Il faut voir le cas. Je ne le connais pas. Hein. Peut-être que la bailleuse a raison, je ne sais pas. Mais je dis ce que je vois généralement. On encourage l'entrepreneuriat jeune. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup l'initiative que Solange a prise.
Mais si on doit subir ce genre de choses, les jeunes vont nous dire que mais comment, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il ne faut pas réglementer tout simplement le secteur de l'immobilier une bonne fois pour toutes au Cameroun? Oui, parce que, oui, il faut revoir. Je pense qu'il faut revoir il faut absolument revoir. Parce que il y a des brigands dits bailleurs maintenant. Oui, c'est plus des brigands qu'autre chose. Mais moi, j'ai l'impression que c'est avec la complicité aussi des agents immobiliers. Parfois, vous voyez une maison, tu pars à Bonapriso, tu veux louer un appartement à Bonapriso. Parce que c'est Bonapriso, tu regardes comme ça, tu dis que Seigneur. On te dit c'est 300 000, c'est 200 000 à prendre. Et il n'y a rien qui va avec. Oui. Il y a plein d'immeubles qui sont inhabités. Si on baissait le coût du loyer, ça pouvait résoudre les problèmes. Donc, maintenant, même les loyers du sous-quartier sont chers parce que tout le monde va là-bas. Parce que c'est moins cher pour les gens qui ont un salaire un peu plus élevé. Amanda, votre entreprise existe déjà vous avez un local. Oui. Est-ce que vous avez aussi eu des problèmes? Est-ce que, je ne sais pas comment ça se passe? Alors moi, je suis encore au tout début, donc je suis encore dans les 1 an. Je suis encore dans les 1 an, je vais voir ce que ça va donner d'ici l'année prochaine, mais psychologiquement, on se prépare déjà. Mais moi, le bailleur m'a préparé, il m'a dit au bout d'1 an, et j'ai réussi à négocier à 2 ans, il va changer le loyer. Et moi, ce que j'ai trouvé choquant, c'est que j'ai trouvé une maison complètement pourrie, délabrée. Entièrement, j'ai refait les travaux, j'ai investi de l'argent. Et il était à 1 an, c'est par rapport à ce que moi j'ai investi. Quand j'ai évalué ce que j'avais à dépenser, je lui ai dit que je ne pourrais pas au bout d'1 an, donc on passe à 2 ans. Et j'espère qu'il va respecter sa parole. En tout cas, j'ai mis un point d'honneur à ce que ce soit devant un avocat et que tout soit consigné effectivement dans un document pour qu'au moment donné, s'il change d'avis. Donc je pense aussi que nous les jeunes, on devrait marcher. Être plus intelligent. Oui, être plus averti. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Loïc Food? Alors, je ne suis pas rentré en profondeur. Je ne suis pas vraiment rentré en profondeur. Moi, j'ai vu ses affaires. C'est quand j'ai vu ses affaires sur le sol, sous la pluie, que j'ai eu mal. C'est l'image aussi sur laquelle je suis tombée sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est malheureusement de plus en plus dans une société, il n'y a pas d'empathie, de moins en moins. Une histoire comme ça, je pense que le corps, un avocat par exemple peut se lever et le contacter, essayer de se constituer pour 1 ou 2. Pourquoi pas? Parce qu'il faut rentrer en profondeur du dossier. Ça aurait été une autre histoire, peut-être de matin, quand même, je ne sais pas qui, on aurait constitué des avocats, etc. Une histoire de mœurs, oui. De mœurs, mais on est là dans une histoire où on emploie des gens, où quelqu'un... il a employé des gens, il avait au moins, je crois, peut-être 10 employés qui sont en train de perdre leur travail et son matériel qui est en train de moisir. J'ai vu le conteneur qui est venu récupérer les choses et on a un bailleur qui se sucre les doigts, on a l'impression qu'on est perdu quand même dans ce pays. Alors, je disais qu'on a des bailleurs qui sont plus des brigands qu'autre chose. Ce n'est pas des bailleurs. C'est des gens qui ont hérité peut-être des maisons suite à la distribution de biens, etc. Ou des familles qui ont des biens comme ça, qui ont été des parents, des grands-parents, et qui ne sont pas en réalité, qui ne connaissent rien au secteur, rien du tout. C'est vrai. Et qui savent juste que je dois avoir de l'argent parce que j'ai ce bien-là. Et si tu as une activité qui est prospère, c'est frustrant. Il y a ce gros problème de frustration, d'aigreur. Au Cameroun, à tous les niveaux, j'en parlais tout à l'heure, au début des problèmes, des difficultés qu'on rencontre quand on rentre au Cameroun et qu'on veut créer qu'importe, même si on ne rentre pas, si tu es un jeune et que tu veux entreprendre, tu rencontres ça, l'aigreur du Camerounais lambda en face de toi. Pourquoi ça marche? Pourquoi ce jeune, ce qu'il fait marche? Qu'est-ce qu'il a fait pour que ça marche? Pourquoi moi? Alors tout de suite, c'est des pensées négatives. Et pourquoi lui? Et pourquoi moi? Et pourquoi? Et là, tout de suite, on devient un monstre, en fait, finalement. Donc, je ne pense pas que le jeune Loïc, en réalité, on ne peut rien lui reprocher. Il a juste en face de lui quelqu'un, un monstre qui est jaloux de ce qu'il... Voilà, malheureusement. Ensuite, ce que moi, si on passe aux solutions, je lui dirais, prends un conteneur, transforme-le, prends une terre plate, nue, et tu poses ton conteneur, tu mets Loïc Food et tu commences à vendre. Oui. On va décrier, mais on est dans un pays où même quand tu décris, rien ne change. Là-bas, il a le conteneur qui peut enlever tout le temps et transporter, ça se fait. Ça se fait. Tu transformes le conteneur. Il a déjà quelque chose. Tu le transformes, tout simplement. Il choisit un terrain complètement nu et tu me diras même jusque-là, même le terrain nu, quand il va prospérer, on va lui dire dégage. Il trouve les moyens. Soit il deal avec l'État, il y a des terrains qui appartiennent à l'État. Il n'y a pas de bail commercial au Cameroun? Si. Là, vous dites que vous avez 2 ans, donc c'est un bail précaire. Ce n'est pas un bail commercial.
Alors ici, tout est transformé. C'est-à-dire qu'on a le mot bail commercial. Oui, ah oui, ah oui. Donc ici, il n'y a pas de bail 369. Il n'y a pas ça ici. Si, mais ça dépend avec c'est quelle entreprise. Si c'est un particulier, il ne te fera pas le bail commercial. Non, mais pas du tout. Si ton bailleur, c'est une entreprise, là, oui, vous rentrez dans les vrais codes de l'immobilier et là, vous appliquez selon les choses. Mais les particuliers, non. Il y a aussi une dame qui vient de la Belgique qui a aussi eu un coup pareil il y a peut-être 3 mois. Elle a eu un coup pareil, on l'a venu dégager des trucs de la dame, elle vendait des vins. Elle a tout vendu là-bas pour venir refaire un commerce ici. Elle a eu le même problème que le monsieur sur Internet. Donc là, elle a changé de loyer, on lui a dit aussi de dégager. Peut-être que le mieux, c'est quand on veut s'engager, c'est peut-être d'acheter un petit terrain quelque part. Et puis, mais quand tu n'as pas les moyens, c'est un investissement conséquent. C'est plus la même chose. Tu peux pas. Acheter un terrain, c'est minimum. On va dire peut-être, ça dépend où. Dépendamment de où tu veux te situer. Tout de suite, on te demande déjà 1 an de loyer. 1 an de loyer avec un local qui n'est pas en forme, dans les normes. Il faut remettre tout dans les normes. Donc, c'est pas évident. Je pense qu'on va faire un dernier tour de table. On va rapidement revenir un peu sur l'histoire aussi de la jeune Cynthia Fianga. J'aime bien parler de ça. Qu'est-ce que vous pensez de son arrestation, tout ça, prison? Mais je pense malheureusement qu'on ne consulte pas beaucoup les spécialistes de la santé mentale quand il y a des problèmes de ce genre. Voilà. Parce que cet enfant peut aussi avoir un problème dans sa tête. Quand on discute avec lui, avec elle, on peut découvrir quelque chose. C'est vrai. Les choses que les gens, les humains négligent. Quand on est dans la santé mentale, on se rend compte que quelqu'un a eu telle réaction pour telle autre. Et on se dit, pour la petite chose-là, une petite chose peut transformer complètement la vie d'un être humain et l'amener à faire des choses qu'il n'imaginait pas faire un jour. Peut-être qu'il faut essayer de voir si on peut l'entretenir sur le plan psychologique. Ce ne sera pas mauvais. Oui, Nadine. Je pense que la place de Cynthia n'est pas où elle est. Elle doit être à l'école. Il faut que cette fille parte à l'école, qu'elle suive une formation. Je pense qu'elle est déséquilibrée et elle est un peu perdue. Elle a juste besoin d'amour et d'attention. Et voilà, il lui faut beaucoup d'attention pour l'encourager. Amanda, il y a des gens qui disent que la prison transforme, la prison change. Peut-être qu'elle sortira de là étant une autre femme désormais. Oui. Je suis entièrement d'accord, je dirais à 70% et 30% notre non. Prison. Je pense que, qu'importe la prison, je pense que si on a décidé d'instituer ce type de lieu, c'est parce qu'on estime qu'il y a probablement des effets positifs. Je pense que je ne vais pas débattre sur la prison. Je pense qu'il faut à cette jeune fille un accompagnement psychologique. Oui. Indéniable pour tous les prisonniers de toutes les façons. Il faut un accompagnement psychologique parce que la prison, c'est pas joli, faut pas se mentir. Mais je pense aussi que la prison te pousse à te remettre en question. Tout à fait. Donc à 70%, je valide la prison. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, si je fais une connerie et que ça mérite que je sois en prison, oui. La prison te pousse à te retrouver avec toi-même. La prison te pousse à te remettre en question. La prison pousse les autres autour de toi à se remettre en question, parce qu'à ce moment, on se demande, mais comment ça a basculé? Pourquoi ça a basculé? Que tu le veuilles ou pas, tu finis par te remettre en question. Moi, je pense aussi que cette jeune fille a un problème je dirais peut-être d'image, par rapport à qui je peut-être d'identification ou d'identité, à qui je m'identifie en vérité. Elle a quel âge? Je pense qu'elle a 14 ou 15 ans, il me semble. Non, elle a 21 ans. Elle a 21 ans? Elle est majeure? Non, elle est majeure, mais non, je pense pas qu'elle soit majeure parce qu'il se posait un problème. Voilà, elle est mineure. Donc, à qui je m'identifie? Parce que je voyais les vidéos qui circulaient, on partageait ça sur WhatsApp, etc. Donc, sans le vouloir, un copain ou une amie t'envoie, tu es obligé de regarder, tu tombes dessus. Et je n'arrêtais pas de me demander où est-ce qu'elle a vu ça. À quel moment elle a pensé que ce qu'elle faisait avait un impact sur les personnes qui l'intéressent, etc. Et après, je suis tombée sur des propos qu'elle aurait tenus. Et là, je me demande, je me pose, ma véritable question, c'est dans quelle société on vit?
aujourd'hui de plus en plus. À qui est-ce que les jeunes s'identifient en vérité? C'est qui son exemple de vie? Chez qui elle a copié cette façon de faire? Et là, c'est le vrai problème. Mais à côté de ça, elle a besoin d'être accompagnée psychologiquement. J'espère qu'en l'en là-bas, ils n'ont pas juste dit, écoutez, on jette comme les autres prisonniers. Je pense qu'elle, parce qu'elle est mineure, donc je pense que c'est totalement différent l'accompagnement, on va la suivre quand même, parce que si la jette en prison pour l'abandonner des années, effectivement, je trouve ça injuste. Mais je pense qu'elle a besoin, étant là-bas, que je me dis que l'État a voulu, ou le gouvernement, ou les pouvoirs en place ont voulu passer un message en faisant comprendre à cette jeunesse qui se pavane et parade sur les réseaux sociaux qu'on a toléré, à un moment donné, on va sévir. Même si c'est virtuel, quoi qu'il en soit, vous vivez quelque part. Et il y a des lois, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui est cybernétique, etc. Donc, ça peut être le digital, ça peut être le numérique, mais aujourd'hui, même là-bas, on est en train de régir les choses. Donc, quoi qu'il en soit, peut-être qu'elle voulait faire et que les jeunes prennent ça comme aussi faire dans la pornographie. Je veux dire que devenir actrice dans ce domaine qui est régi, c'est une. Sinon, on arrêterait toutes les vidéos qu'on a. Il y a des sites. Je veux dire que peut-être c'est ce qu'elle souhaitait faire, sauf que malheureusement, les gens ont commencé à se les partager. Mais en étant mineure, est-ce qu'elle vraiment, elle est capable de dire aujourd'hui, voilà ce que je désire faire et je l'impose aux autres? Parce que le problème avec cette jeune fille, c'est qu'elle nous l'imposait. Elle imposait aux gens c'est son besoin, ses désirs. Non, elle est mineure. Et quand tu es mineure, c'est difficile pour toi de te défendre et de dire que ce que je fais, c'est un choix de vie, on doit l'accepter. De toutes les façons, coupables également, ceux qui, comme on dit souvent dans le vol, celui qui... le receleur. Et tous les receleurs, c'était toutes les personnes qui ont partagé les vidéos de cette fille-là. Et tous sont coupables. Parce que tu restais tranquille chez toi, on t'envoyait une vidéo, c'était elle. Ça veut dire que eux aussi sont coupables, comme celui qui a acheté la marchandise volée, volée quelque part. Donc, ils sont tous, tout le monde est coupable. Moi-même, j'ai eu la vidéo là, mais heureusement pour moi, je ne l'ai pas partagée. Mais je l'ai supprimé aux gens de ne plus nous envoyer. Je l'ai supprimé totalement. Dès que j'ai vu ça, puisque j'utilise mon téléphone avec mes enfants, il y a des choses. A été monétisé, non? Pardon? A été monétisé sa vidéo? Non. Non? Il y avait plusieurs. Parce que moi, je ne suis pas abonnée, mais ça venait dans mon fil, donc je pense qu'elle était monétisée. Non, c'est des photos nues. Non, ça ne peut même pas passer. C'était sur WhatsApp, ça ne passait pas sur Facebook, c'était sur WhatsApp. Voilà. Donc, malheureusement, en tout cas, c'est pour ça qu'on a voulu avoir sur ce plateau des femmes qui pourront être des modèles. Ma chérie, ma petite Vanessa, je ne sais pas si c'est Vanessa ou c'est Cynthia. Cynthia Tangana. Désormais, voici tes modèles. Elles sont là sur le plateau. Il faut les suivre. Hein. Et la semaine prochaine, on aura encore d'autres modèles. Merci en tout cas d'être passé. Amanda, merci pour ta patience. Merci Nadine pour la patience. Merci également Cathy. Et un gros bisou aux filles qui sont de l'autre côté. En tout cas, on va se retrouver la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout bon week-end à vous. Bye bye.